Bonjour et merci de nous joindre aujourd'hui pour notre balado santé mentale sur les campus. Je m'appelle Julie Porot, je suis la responsable bilingue de la recherche et des connaissances et je serai votre hôtesse aujourd'hui. Ce balado est présenté par le Centre d'innovation en santé mentale sur les campus, également connu sous le nom de CISMC, et notre mission est d'engager et de soutenir les collèges et universités de l'Ontario dans leur engagement envers la santé mentale et le bien-être des étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de plus en plus présent sur nos campus francophones: comment mieux soutenir les étudiantes et étudiants internationaux face à l'insécurité alimentaire et financière. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Doiron-Gascon, travailleuse sociale et conseillère réglementée en immigration pour les étudiants étrangers à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Elle œuvre auprès des étudiantes et étudiants en enseignement supérieur depuis plus de 10 ans. Alors, bienvenue Elisabeth et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie, de m'accueillir. Alors, pour commencer, peux-tu nous parler de ce que tu observes actuellement? Quelles sont les réalités liées à l'insécurité alimentaire et financière que vivent les étudiantes et étudiants internationaux dans le milieu postsecondaire? Oui, ben merci pour ta question. En fait, ce qu'on remarque de plus en plus, je dirais, dans le milieu postsecondaire, c'est vraiment une augmentation importante là, de l'insécurité financière et alimentaire chez les étudiantes et les étudiants de l'international. En Mhm. fait, le coût de la vie, hein, comme on le sait, a beaucoup augmenté dans les dernières années, depuis particulièrement la COVID, que ce soit au niveau du logement, de l'alimentation, du transport. Et puis tout ça, ben, ça met une pression énorme sur ces étudiants particulièrement. Donc, bien sûr, s'ajoute à cela des frais de scolarité qui sont quand même nettement plus élevés pour ce bassin d'étudiants-là, et puis des contraintes aussi liées au travail, hein, en lien avec les conditions à respecter quant à leur permis d'études. Donc, c'est sûr que même si plusieurs peuvent occuper un emploi, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que ça suffit pas toujours à couvrir leurs besoins. Fait que c'est comme si ces étudiants-là, dans le fond, il faut qu'ils fassent des compromis hein, dans des postes budgétaires qui sont non fixes, qu'on appelle. Non fixes, c'est souvent ce qu'on dit les aliments, parce que souvent, ben, on va payer notre loyer, on va payer notre hydroélectricité, donc on va payer ce qui est un peu obligatoire et contraignant, mais les aliments demeurent comme un poste un petit peu plus flexible, entre guillemets. Donc, ce qui arrive, c'est que ces étudiants-là, ben, ils mangent moins ou ils choisissent des aliments moins nutritifs Mhm. ou ils vont essayer de travailler plus d'heures, mais c'est ça, tout en poursuivant leurs études à temps plein. Fait que ce qui est particulièrement frappant, je dirais, c'est que c'est souvent une réalité qui malheureusement demeure encore trop souvent invisible. Donc, Mhm. c'est comme s'il y en a plusieurs qui peuvent continuer en fait de performer académiquement relativement, puis leur précarité peut passer inaperçue. Mhm. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé comme ça avant que, par exemple, le loyer c'est fixe et l'alimentation c'est quelque chose où on a peut-être plus de flexibilité et comme tu dis, manger quelque chose de moins nutritif, qui coûte moins cher, c'est juste souvent plus facile pour les étudiants en fait. Exactement, tout à Mhm. fait. Et on comprend que ces difficultés peuvent avoir des répercussions importantes. Mhm. Comment ces enjeux influencent-ils le bien-être, la santé mentale et la réussite académique des étudiantes et étudiants? Surtout, je trouve, Mhm. dans le milieu francophone, on a tendance Mhm. à pas forcément parler de santé mentale, mais peut-être plus de bien-être, parce qu'il Mhm. y a toute la stigmatisation autour de la santé mentale qui existe encore. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est sûr que quand on travaille au sein d'un établissement postsecondaire, là, moi je suis particulièrement aux études supérieures, à la maîtrise et au doctorat, c'est que on travaille pour favoriser exactement le bien-être, la santé mentale, mais bien sûr, on est dans des établissements d'enseignement, donc on contribue en fait à la réussite hein, académique de ces étudiants-là. Mhm. Donc, bien sûr, les conséquences sont multiples. Sur le plan de la santé mentale, ce qu'on observe, c'est beaucoup de stress, d'anxiété et je dirais aussi un sentiment d'instabilité puis d'imprévisibilité qui est un peu constant. Parce qu'à force de, en fait, jongler avec beaucoup de préoccupations, comme pour le logement, pour se nourrir convenablement, c'est que plusieurs, en fait,
atteignent des états d'épuisement parce que ça fait comme une usure, en fait, qui est progressive de leur système interne face aux nombreux stresseurs environnementaux qui sont rencontrés. Hein, souvent, je vais parler de la pyramide de Maslow parce que pour bien comprendre ces réalités-là, tu sais, c'est que les besoins de base, comme se nourrir adéquatement ou se loger, ou assurer, en fait, sa sécurité financière, si ces besoins de base-là sont pas pleinement satisfaits, bien sûr, ça devient de plus en plus difficile de mobiliser son énergie vers des besoins, disons, de niveau supérieur, comme l'apprentissage, le sentiment d'appartenance, l'estime de soi ou l'accomplissement personnel. Or, les études postsecondaires, hein, et on le sait très bien, ça se situe précisément dans les Ouais. niveaux supérieurs de cette pyramide-là. Donc, lorsqu'un étudiant ou une étudiante sont préoccupés, dans le fond, par leur prochain repas ou stressés parce qu'ils peuvent pas payer leur loyer, il y a une partie des ressources émotionnelles et cognitives en conséquence qui sont consacrées à répondre aux besoins fondamentaux. Fait Mhm. que c'est sûr que c'est très complexe, hein. Puis physiquement aussi, je dirais que ces impacts-là sont réels parce que le fait de moins manger ou de manger de façon moins nutritive, par exemple, ça amène une fatigue, un manque d'énergie, des difficultés de concentration. Le sommeil peut être perturbé. Fait qu'on s'entend là, qu'on voit que la réussite, dans le fond, elle peut être compromise, tu sais. Tout Donc, à fait. il y a une baisse de motivation. Ouais. Des fois, il y a davantage de retard dans les travaux. Il y a une diminution de l'engagement, parfois même un abandon des études. C'est Mhm. pas juste un manque de capacité ou de volonté individuelle, mais c'est une pression, je dirais, cumulative, psychosociale qui devient difficile à soutenir. C'est sûr que l'insécurité alimentaire et financière y agissent comme des obstacles directs, en fait, à la réussite éducative parce qu'elles compromettent, en fait, la satisfaction des besoins les plus fondamentaux des étudiantes et des étudiants. C'est intéressant parce que c'est comme un cycle en fait. Ça marche dans les deux Exactement. sens. Oui. Et ouais, ça, on parle beaucoup de retention aussi, comment le personnel peut aider les étudiants à rester, continuer leurs études. Mais c'est vrai que c'est Mhm. difficile quand, comme tu dis, la base n'a pas été solidifiée en fait. Exactement. Tout à fait. Merci Elisabeth. Tu avais parlé un peu auparavant des réalités peut-être un peu plus invisibles ou moins visibles que d'autres. Mhm. Selon toi, quels besoins ou quelles expériences des étudiants et étudiants internationaux sont parfois moins bien compris par les Mhm. établissements d'enseignement postsecondaire? Mhm. Ben, je te dirais que sur le terrain, ce que je vois, c'est que pour plusieurs étudiants et étudiantes de l'international, réussir, ça veut pas juste dire obtenir un diplôme. Ça veut aussi dire souvent de préserver leur capacité de rester ici. Donc, ça devient aussi des projets migratoires pour plusieurs d'entre eux. Il y a beaucoup de réalités, je trouve, qu'on sous-estime encore. Puis, une importante, c'est la pression liée au statut d'émigration, donc au permis d'études, hein. Parce que, en plus, je dirais des attentes familiales de ceux qui sont restés au pays d'origine. Donc, être étudiante ou étudiante de l'international, c'est pas seulement étudier, hein, c'est aussi devoir un peu constamment maintenir un statut légal. Par exemple, être inscrit à temps plein, progresser dans son cheminement académique, respecter des conditions qui sont quand même très strictes. Par exemple, le nombre d'heures travaillées durant une semaine. Prouver aussi une capacité financière quand vient le temps de renouvellement du permis d'études. L'échec ou le ralentissement dans leur cheminement académique, c'est pas toujours une option. Prendre une pause ou diminuer sa charge de cours ou échouer certains Mhm. cours, par exemple, ça peut avoir vraiment des conséquences importantes, parfois même sur leur droit de rester au pays. Mhm. Et Mhm. à ça, je dirais, s'ajoute que plusieurs étudiantes et étudiants ont investi énormément financièrement, Ouais. mais aussi émotionnellement pour venir étudier sur notre territoire. Il peut même avoir des investissements familiaux, des dettes et donc aussi des attentes très élevées quant à la réussite. Lorsqu'ils vivent des difficultés financières, la fatigue, la détresse, la grande majorité vont
continuer à avancer coûte que coûte dans leur cheminement académique parce qu'ils peuvent pas tellement s'arrêter pour Mhm. prendre soin d'eux. Fait que les conséquences de ralentir ou de demander de l'aide, ben, ça peut sembler trop grand. Fait que ce Mhm. qu'on Ouais. observe, en fait, c'est comme une double pression. Tu sais, il faut qu'ils réussissent académiquement pour obtenir leur diplôme, pour satisfaire aussi l'immigration, pour leur dire, vous voyez, je progresse dans mon cheminement d'études, parce que le fait euh, de progresser, ben, ils maintiennent un statut pour pouvoir rester au Canada, travailler ou, en fin de compte, envisager un projet migratoire. Fait que Mhm. c'est tout ça se vit aussi dans un contexte, je dirais, environnemental Mhm. qui est plein d'incertitudes parce qu'on a vu dernièrement, ben, les règles migratoires ont changé, Mhm. les démarches sont complexes à faire, puis il y a toujours comme une peur de commettre des erreurs administratives qui peut avoir vraiment des coûts importants. Beaucoup d'étudiants et étudiantes vont en quelque part cacher aussi leur vulnérabilité, Mhm. vont éviter de demander de l'aide parce Mhm. qu'ils veulent maintenir une image de contrôle, même quand les situations deviennent très Ouais. difficiles, puis ils ont peur que, par exemple, ben, l'université le sache ou l'immigration le sache, ou Mhm. etc. Donc, c'est vraiment pas facile de demander de l'aide. On le sait, hein, pour Mhm. quiconque, c'est très difficile, C'est- mais je dirais encore plus peut-être pour cette partie de la population-là. Il y a des peurs de stigmatisation, il y a des méconnaissances aussi des ressources. Parfois, il y a des enjeux culturels aussi. Donc, c'est normal, hein, que plusieurs Mhm. étudiantes et étudiants qui préfèrent ne pas exprimer leurs difficultés. Il y a une grande charge invisible, hein. Le Mhm. travail, par exemple, en parallèle des études. Ouais. Le soutien financier à la famille restée parfois au pays d'origine. Il y a l'isolement aussi. On arrive sur un nouveau territoire, on Mhm. connaît peu de gens, on n'a pas les repères pour fonctionner dans cette société-là. Fait que toute la gestion quotidienne, constante, les stress financiers, c'est des facteurs cumulatifs, hein. Ça se voit Ouais. pas, mais ça pèse énormément. Tout à fait, c'est tellement complexe et tout est basé et superposé en même temps et c'est pour ça que ça Exactement. affecte la santé mentale parce qu'il y a tellement d'enjeux et comme tu as parlé d'isolement, du stress financier, alimentaire, c'est différent mais Interrelié, oui, relié c'est ça. exactement, c'est ça. C'est ça, tu sais, que tout est interrelié, puis ça fait comme un effet de cascade. Donc, c'est comme si on demande à ces étudiants-là de réussir dans les temps requis, sans tenir compte, en fait, trop de leurs besoins et de leur réalité, parce que s'ils connectent avec le fait, par exemple, qu'ils sont épuisés, mais ils peuvent pas tant ralentir ou diminuer ou s'arrêter. Puis Mhm. s'ils prennent une session de congé autorisé, ben ils peuvent pas étudier ni travailler Mhm. pour respecter leurs conditions de permis d'études. Ouais, Donc, c'est c'est comme ça. si on tourne en rond Mhm. pour trouver Mhm. des solutions. Parce que si on, on, on peut pas faire un plan de soutien de la même manière auprès d'un étudiant de l'international ou une étudiante de l'international par rapport à un autre étudiant qui serait local, qui a une résidence permanente ou qui est citoyen canadien. Mhm. Oui, parce qu'on ne peut pas juste dire prends une pause ou Non, c'est ça. repose-toi, c'est juste pas possible dans ce cas. Alors peut-être maintenant, on peut passer plus à des solutions. Quelles initiatives ou approches as-tu mises en place pour soutenir les étudiantes et étudiants internationaux? Oui, ben c'est sûr que je suis en lien avec dans plusieurs réseaux, en lien avec mes deux rôles, hein, comme Mhm. intervenante psychosociale et comme crier. Et on a des contacts au Québec, bien sûr, mais un petit peu partout au Canada également. Puis on voit là, qu'il y a plusieurs établissements qui ont vraiment mis en place des initiatives intéressantes pour soutenir les étudiants. Ça peut être des banques alimentaires, ça peut être des fonds d'urgence, des services psychosociaux, bien sûr, des ateliers. Puis aussi, tout le soutien par les pairs est vraiment une avenue prometteuse Mhm. parce que, Mhm. bien sûr, il y a l'identification, la normalisation, la validation. Ça permet aussi de briser l'isolement, qui est un des facteurs, je dirais, les plus importants au niveau de la détresse, au niveau de la santé mentale, Ouais. puis de créer un sentiment d'appartenance. Ce qui ressort,
c'est que les mesures malheureusement, demeure parfois ponctuelle ou trop encore réactive et pas assez préventive. Mhm. Puis les étudiants, ben, ils vont pas nécessairement spontanément demander de l'aide. Donc, je crois qu'une approche très proactive ou préventive est essentielle. Par exemple, à l'INRS, on a mis en place des cuisines collectives à Québec et à Montréal parce qu'on a différents centres de recherche afin de faire face à l'insécurité alimentaire. Donc, on fait connaître les ressources du milieu, on brise l'isolement, on combat Mhm. l'insécurité alimentaire. Aussi, on a mis en place un projet de plats congelés à faible coût avec les associations étudiantes. Ils ont un congélateur dans leur local, dans les centres de recherche. Puis, c'est une entreprise en économie sociale externe qui livre ces petits plats-là, une entreprise qui travaille en handicap. Les étudiants, donc, ils peuvent manger un plat complet santé pour 3 dollars environ. Mhm. Donc, c'est accessible sur les campus. Aussi, on a mis en place à l'INRS un fonds de soutien financier parental. Donc, les bourses de nos étudiants qui prennent des congés parentaux à la maîtrise ou au doctorat sont soutenues entre 93 et 100% jusqu'à 1 an, puis pour favoriser là, la conciliation famille-études. Donc, c'est la somme de plein d'actions, hein. Il n'y a pas de Mhm. mesure Mhm. magique, mais Ouais, c'est la somme de plein c'est d'actions ça, qui d'action. peuvent faire en sorte que concrètement, on supporte nos étudiants en lien avec les diverses réalités avec lesquelles ils cohabitent. Mhm. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la cuisine collective. Je parlais avec une amie justement il y a quelques jours en fait, on n'apprend pas forcément comment cuisiner aussi, donc ça permet de combattre l'isolement, comme tu l'as dit, mais aussi apprendre à cuisiner en fait. Apprendre à cuisiner. Puis Mhm. là, il y a des cuisines collectives à saveurs interculturelles qui se sont tenues. Donc là, c'est un étudiant ou une étudiante de chez nous qui animait la cuisine en Mhm. Mhm. collaboration, bien sûr, avec le groupe communautaire avec lequel on est en partenariat. Et puis là, il faisait découvrir aussi des mets ou des aliments Mhm. de leur pays d'origine Ouais, super. et cuisinait les plats. Et puis les étudiants repartent avec de la nourriture, mais aussi des nouvelles recettes. Mhm. Donc, c'est intéressant aussi de faire découvrir des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, des Mhm. nouvelles façons d'apprêter les choses. Donc, c'est toute cette interface d'échange en même temps qui contribue à, c'est ça, à plusieurs objectifs à Mhm. la fois dans un même instant. Donc, c'est vraiment, vraiment des petits moments magiques comme ça, je trouve, qu'on peut créer Mhm. davantage au sein de nos Mhm. établissements. Mhm. Puis en Ouais. partenariat aussi avec justement Mhm. la communauté, les organisations Ouais. communautaires, Ouais. il y en a beaucoup. Ouais. Puis des fois, ils ont de la misère à pénétrer nos établissements. Fait que je Mhm. pense qu'il y a comme cette volonté aussi qu'on doit avoir d'aller vers eux, d'aller chercher les ressources de la communauté pour mieux soutenir nos étudiants. Ouais, ouais, on essaye au CISMC justement de créer des partenariats, toutes nos comités de pratique, C'est on invite, c'est voilà, c'est précieux. ça. Ouais. C'est quand même très utile, comme tu dis, surtout dans des exemples que tu as donnés. Je trouve que c'est justement le partenariat qui est très précieux. Alors pour terminer, est-ce que tu as des conseils à donner aux collèges et aux universités qui souhaitent agir davantage? Quelles actions concrètes, on a parlé un peu d'actions auparavant, Mhm. recommandes-tu pour mieux répondre à ces enjeux? Mhm. Je pense qu'il faut penser vraiment en termes de solutions qui sont plus structurantes et moins en réaction. Par exemple, de revoir peut-être les frais de scolarité pour les étudiants et les étudiantes de l'international ou d'offrir davantage des bourses ciblées parce qu'on le sait que c'est Mhm, vraiment exorbitant pour eux. Peut-être aussi d'adapter davantage les politiques de travail étudiants pour mieux répondre à leur réalité parce que, par exemple, les étudiants et étudiantes qui ont un permis d'études, le nombre d'heures qui peuvent travailler sur le campus est illimité par rapport au nombre d'heures à l'extérieur qui, là, est restreint. Fait que peut-être qu'on devrait favoriser l'embauche des étudiantes et des étudiants de l'international sur nos campus parce mhm, que ça leur permettrait justement de mieux combler leurs besoins de base,
Aussi, je dirais, tu sais, d'investir de façon plus durable dans vraiment des programmes alimentaires plus accessibles. Tu sais, à travers différents programmes, hein, on parlait de cuisine collective, d'aliments à faible coût, peut-être des banques alimentaires. Il y a une panoplie de mesures qui peuvent être mises en place sur nos campus et avec les organisations communautaires. Mhm. Une autre idée que j'avais, c'était aussi de mieux arrimer nos services académiques, financiers et psychosociaux pour éviter que les étudiants aient à naviguer seuls dans plusieurs systèmes qui, des fois, ne se parlent pas ou se Ouais, contredisent. ouais. Donc, de mieux articuler nos systèmes internes pour les Mhm. soutenir. Puis, je dirais, c'est ça, d'intégrer peut-être des mécanismes de suivi plus systémiques et systématiques pour repérer les situations à risque plus tôt. Il y Mhm. a souvent Mhm. des signes précurseurs des Ouais. déséquilibres, donc de mieux repérer dans nos systèmes ces signaux-là et de non pas seulement les accompagner de façon individuelle. Je pense que la santé mentale et le bien-être, en fait, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste l'affaire des Ouais, équipes psychosociales. tout à fait. Donc, c'est que on ait plus de yeux et d'oreilles à l'interne, à différents niveaux, qui agissent pour mieux soutenir ces étudiants-là. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux de responsabilité davantage institutionnels, Mhm. puis reconnaître que c'est ça, les difficultés ne relèvent pas seulement de l'individu, mais bien des conditions structurelles. Parce que des fois, les approches sont encore très individualisantes ou très psychologisantes, mais il y a des conditions environnementales et structurelles qui favorisent ou non la réussite. Mhm. Moi, ce que je souhaiterais, mettons, si on se fait des souhaits ultimes, ça serait vraiment que nos milieux académiques soient plus inclusifs et sécurisants, hein, puis que Mhm. les étudiantes et étudiants de l'international soient pas seulement vus comme des apprenants, mais comme des personnes vraiment à part entière avec des réalités complexes. On pourrait peut-être imaginer des établissements où il serait comme valide de parler de nos difficultés, de nos déséquilibres, des ressources qui seraient accessibles sans obstacle, puis où le soutien, en fait, serait intégré dès l'arrivée de l'étudiant au sein de nos établissements, puis pas seulement juste en cas de situation de crise, tu sais. Ouais. Parce qu'au final, dans le fond, l'insécurité alimentaire, l'insécurité financière ou de logement, ben c'est pas un enjeu individuel, comme je l'ai expliqué, c'est un enjeu structurel et collectif. Mhm. Puis Mhm. pour y répondre de manière durable, ben il faut aller au-delà des solutions ponctuelles. Il faut vraiment s'engager dans des changements, je pense, plus profonds, qui sont centrés sur l'équité, l'accès et le bien-être. Ouais. Super. Bah, très bien dit. Très bien articulé, Elisabeth. Merci. Fait que c'est des souhaits, c'est peut-être des souhaits pieux, mais disons que c'est quand même un phare, comme pour un Mhm. bateau, Mhm. donc Mhm. de garder ça en tête, puis de tendre vers ces valeurs-là profondes là, Mhm. qui Mhm. Tout m'animent à au fait. quotidien. Ouais, c'est ça aussi pour motiver le personnel. Je trouve que c'est important d'entendre ces mots aussi, plus vers les solutions, plus positives. Ça aide tout le monde, en fait, au final. Oui, parce que peu importe c'est quoi notre rôle, on a à cœur, en fait, la réussite des étudiants. Puis on travaille tous, en fait, Mhm. Mhm. dans le même sens. Tu sais, on a tous la même intention. Ouais, Puis après ça, ben, c'est de dire, OK, comment chacun dans nos rôles, on peut s'arrimer pour que justement cette articulation-là soit un petit peu plus fluide et facile, puis qu'on mette en place les conditions dans la mesure de ce qu'on est capable de faire pour mieux soutenir ces étudiants-là. super. Bah, merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ton expertise et expérience sur cet enjeu si important. Merci, Julie, de l'invitation. Merci au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Puis, ça me fait plaisir là, de discuter avec toi aujourd'hui. Puis, à très bientôt. Nous espérons que cette discussion aura permis de mieux comprendre les réalités vécues par les étudiantes et étudiants internationaux et d'inspirer des pistes d'action concrètes pour les établissements d'enseignement postsecondaire. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés.
Pour faire partie de d'autres discussions comme celle-ci, nous vous invitons aux communautés de pratique francophone trimestrielle et virtuelle du CISMC. Pour vous inscrire, visitez la section événements et forums sur notre site web campusmentalhealth.ca/fr. Au plaisir de vous avoir avec des nôtres et à la prochaine. Merci.